Bonsoir à tout le monde. Alors, il faut savoir que la population mondiale compte près de 8 milliards d'habitants, 7 milliards 800 millions d'après les Nations Unies. Elle n'en comptait qu'1 milliard il y a 2 siècles, en 1800, donc elle a été multipliée par presque 8. Et les démographes comme moi annoncent que la croissance devrait se poursuivre, la population pourrait atteindre 10 milliards en 2050. Alors, plusieurs questions. Pourquoi la croissance devrait-elle se poursuivre? Est-ce que la stabilisation est envisageable à terme? Est-ce que la décroissance tout de suite ne serait pas préférable? Alors, premier point, si la population mondiale continue d'augmenter, c'est en raison de l'excédent des naissances sur les décès. Donc, les premières sont près de 3 fois plus nombreuses que les secondes. Et cet excédent, il n'est pas très récent, il apparaît il y a 2 siècles en Europe et en Amérique du Nord, lorsque la mortalité commence à baisser dans ces 2 régions. Alors, je vais faire apparaître sur l'écran un graphique qui est animé, donc c'est l'intérêt de la... Voilà, et qui explique ce qui s'est passé au cours des 2 derniers siècles et que les démographes appellent la transition démographique. Donc, jusqu'à il y a 2 siècles, les femmes avaient beaucoup d'enfants, 6 en moyenne. La plupart mouraient en bas âge, donc il n'y en avait que 2 qui devenaient adultes et remplaçaient les parents à la génération suivante. Donc, la population n'augmentait pas que très lentement. C'était vrai partout sur la planète. Alors, il y a 2 siècles, en Europe et en Amérique du Nord, la mortalité se met à baisser, notamment celle des enfants. Les femmes continuent à avoir beaucoup d'enfants, donc apparaît un excédent des naissances sur les décès qui alimente le début de la croissance démographique rapide de l'humanité, mais qui concerne à l'époque l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, au bout d'1 ou 2 générations, les femmes, les hommes s'aperçoivent que les enfants survivent en plus grand nombre, c'est coûteux, il faut les donner à manger, il faut les habiller, et puis il faut aussi les envoyer à l'école, c'est le début de la scolarisation, donc apparaît un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances, mais là aussi en Europe et en Amérique du Nord. La mortalité continue à baisser jusqu'au moment où les 2 courbes des taux de natalité et de mortalité se rejoignent à un niveau bas, comme dans la plupart des pays développés. Donc, les femmes, les hommes n'ont plus que 2 enfants en moyenne chacun, mais la plupart de ces enfants survivent jusqu'à l'âge adulte et remplacent les parents. Donc, nouvel équilibre démographique. Mais ce schéma explique que pendant cette période de transition démographique qui a duré 2 siècles en Europe et en Amérique du Nord, eh bien, il y a un excédent temporaire des naissances sur les décès qui entraîne une multiplication de la population. Donc, l'Europe a été multipliée par 4, sans compter tous les émigrés qui sont allés en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud. Et la même histoire s'est produite ou est en train de se produire dans les autres régions du monde, en Asie, en Amérique latine et aussi en Afrique, puisque eux aussi, ces continents ont connu des progrès de l'hygiène et de la médecine et des progrès socio-économiques, donc la mortalité a baissé, et eux aussi se sont mis à limiter les naissances. Donc aujourd'hui, à l'échelle mondiale, si vous voulez, on est pratiquement en fin de transition démographique. Mais voilà, il y a cet excédent des naissances sur les décès, toujours, qui devrait petit à petit se résorber. Et donc, la croissance démographique, elle se poursuit, mais, et ça, assez peu de gens le savent, là, je peux vous l'afficher, voici le graphique du taux d'accroissement annuel de la population mondiale. Alors, je pars de 1700, et puis aujourd'hui, vous voyez, on est ici. Et donc, ce taux d'accroissement, il a atteint un pic dans les années 60 de plus de 2% par an. Et depuis, il n'a cessé de baisser. Il est moitié plus faible aujourd'hui, c'est 1% par an. Et il devrait continuer de baisser, donc ce qui permet d'envisager la stabilisation de la population mondiale, mais à un niveau un peu supérieur à celui d'aujourd'hui. Au lieu de 8 milliards, on serait 10, 11 milliards en 2050 ou 2100. Alors, pourquoi cette décélération? Parce que la fécondité diminue, le nombre d'enfants par femme à l'échelle mondiale, c'est 2,4 par femme aujourd'hui. C'était plus du double, 5 enfants en 1950. Et donc, la fécondité ne cesse de baisser partout, y compris dans les régions où elle est encore élevée. Donc, en gros, c'est l'Afrique
et puis en Asie, une bande allant de l'Afghanistan au nord de l'Inde, en passant par le Pakistan. Donc c'est là que les femmes ont encore 3 enfants en moyenne chacune, voire un peu plus, mais là aussi, la fécondité diminue dans ces régions. Donc ça permet d'entrevoir la stabilisation de la population mondiale. Alors, petite précision, ces chiffres, c'est des projections. Bien sûr, l'avenir n'est pas écrit, mais il faut savoir que les projections démographiques sont relativement sûres quand il s'agit d'annoncer la population à court terme. Alors, pour un démographe, le court terme, c'est les 10, 20, 30 prochaines années. Pourquoi? Parce que la majorité des humains qui vivront dans 30 ans, en 2050, ils sont déjà nés, ils sont là. On connaît leur nombre. Et pour ce qui est de ceux qui vivent aujourd'hui, donc parmi les 8 milliards, mais qui ne seront plus là en 2050, ceux qui vont mourir, là aussi on peut estimer leur nombre, ainsi que le nombre des nouveau-nés qui viendront se rajouter d'ici 2050. Ils vont naître de femmes qui sont déjà nées, dont on connaît le nombre, et dont on peut faire une hypothèse sur le nombre d'enfants qu'elles vont avoir. Et donc, si vous voulez, l'idée qu'on pourrait arrêter la croissance démographique, qu'on peut agir sur le nombre des humains à court terme, c'est une illusion. La diminution de la population, ce n'est pas une option. Comment on l'obtiendrait? En faisant augmenter la mortalité, personne ne le souhaite, par une immigration massive vers Mars, irréaliste, par une baisse drastique de la fécondité, son maintien à un niveau très inférieur au niveau de remplacement des générations, 2,1 enfants, c'est déjà ce qui se passe dans une grande partie du monde. Parce que les femmes, les hommes ont fait le choix d'avoir peu d'enfants tout en leur assurant une vie longue et de qualité. Et il n'en résulte pas une diminution de la population tout de suite en raison de l'inertie démographique. Il faut savoir que l'humanité comprend une part importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Même si chacun a peu d'enfants, alors 2,4 c'est encore au-dessus de 2,1 enfants, le seuil de remplacement, mais même si la moyenne mondiale passait brutalement à 1,6 enfants par femme, comme c'est le cas en Europe ou en Chine, la population continuerait à augmenter encore pendant un certain temps. Il y aurait encore plus de naissances que de décès. Parce que même si les couples ayant des enfants en avaient encore moins 1,6 en moyenne, ils sont nombreux, ces couples, ces jeunes adultes, et ça fait beaucoup d'enfants. Alors, je vais terminer là parce que j'étais un petit peu long, mais le point important, c'est que l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants d'ici 2050, en raison de l'inertie que nul ne peut empêcher. Et il est possible d'agir en revanche sur les modes de vie, et ceci sans attendre, pour les rendre plus respectueux de l'environnement, plus économes en ressources, en énergie, plus respectueux de la biodiversité. Donc la vraie question, celle dont dépend la survie de l'espèce humaine, c'est moins celle du nombre des humains que celle des modes de vie. Voilà, j'en termine là, et on pourra, si vous voulez, avoir d'autres questions. Alors voilà, je remets l'écran. Je vous ai infligé quelques graphiques, mais parfois ça donne du concret. Voilà, Charlotte, j'en ai fini. Merci beaucoup, Gilles. Alors, donc, à tous les participants, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat Zoom, la petite fenêtre conversée. Moi, j'aimerais bien commencer par vous poser une question sur finalement d'où nous vient cette idée qu'on serait un moment trop nombreux sur Terre. Est-ce que vous pourriez nous retracer un peu comment on en est venu à poser, même dans certains milieux militants, la question de la démographie, quand on peut penser à un monde de demain où le niveau de vie ou la qualité de vie serait meilleure pour les humains? Alors, l'idée qu'il y avait un phénomène dont on n'avait pas conscience jusque-là et qui était grave, qui était une menace, c'est que la population augmentait très rapidement et que c'était un problème. Elle date d'il y a à peu près 50 ans. C'est-à-dire que c'est dans les années 60 que l'idée qu'il y avait une explosion démographique, comme c'était utilisé à l'époque, elle est venue à l'idée du grand public
notamment à l'occasion de la publication par un Américain, un biologiste américain, Ehrlich, d'un ouvrage qui a eu un grand succès, The Bomb P, donc la bombe P, la bombe population. Alors, c'est intéressant parce qu'il est paru en 68, je crois, cet ouvrage, et c'était justement le moment où la croissance démographique avait atteint son pic et était en train de diminuer. Et donc, c'était exactement le moment où ce n'était justement plus une explosion, ou disons une croissance accélérée, mais c'était devenu une croissance en décélération que cette crainte qu'on soit trop nombreux et la crainte de l'explosion démographique s'est diffusée dans la population. Les démographes, eux, savaient qu'il y avait un phénomène d'accroissement démographique, mais ce n'était pas connu du grand public. Et donc, c'est un peu paradoxal, c'est au moment où la décélération de la croissance a commencé et que le public s'est mis à s'inquiéter de ce qu'on a souvent appelé l'explosion démographique. Or, ce n'est pas une explosion, à l'inverse, c'est une poursuite de la croissance, mais avec une décélération. Et c'est très difficile à expliquer ça, vous voyez. Tout le monde est persuadé qu'on est trop nombreux, qu'il y a une surpopulation. Alors, bon, on peut en reparler parce qu'elle est très largement répandue, cette idée, et elle masque les vraies questions, il me semble, parce que, comme je l'ai dit à la fin de mon propos, ce n'est pas le nombre des hommes qui pose problème, c'est la façon de vivre. On pourra y revenir. Mais cette idée qu'il y a un problème démographique mondial, elle date d'il y a 50 ans à peu près. Alors, je vous propose une première question. Est-on certain que le modèle de transition démographique est universel, enfin, que l'on est à la fin de cette transition, comme vous l'avez dit, et que cette stabilisation est pérenne? Et comment est-ce qu'on explique cette baisse des naissances? Est-ce que ça ne pourrait pas réaugmenter plus tard? Alors, ce modèle, tous les scientifiques sont persuadés que pro ou pro, il s'applique à tous les humains, et y compris à l'Afrique, qui est le dernier continent à avoir connu ces changements démographiques, à la fois la baisse de la mortalité et la baisse de la fécondité, qui n'a pas encore achevé sa transition, mais on a de bonnes raisons de penser que l'Afrique ne va pas faire exception. Là où le modèle correspond mal à la réalité, c'est en fin de transition, les démographes qui avaient imaginé ce modèle qui date d'il y a 70-80 ans, hein, c'est déjà ancien. Hein. Il y a un Français, Adolphe Landry, qui l'avait appelé la révolution démographique, et puis c'est des Américains qui ont utilisé ce mot de transition démographique il y a 60 ans. Et là où le modèle ne correspond pas à la réalité, c'est à la fin de la transition, les démographes ont imaginé un nouvel équilibre avec 2 enfants par femme, un peu plus si vous voulez, ce qui permet de strictement équilibrer les naissances et les décès. On s'aperçoit que dans la plupart des pays où la fécondité a baissé, elle a baissé en dessous de 2 enfants. En Europe, vous voyez, c'est 1,6 enfants par femme. Au Japon, c'est 1,4. En Corée du Sud, c'est moins d'1 enfant par femme. Dans beaucoup de régions de provinces chinoises côtières, on s'approche de ce chiffre de 1 enfant par femme. Donc, très loin des 2 enfants qui permettent le strict maintien de la population à terme. Donc, les questions, elles se posent plus pour l'après-transition, où le modèle de la transition démographique ne dit rien de l'avenir de la famille, de la fécondité et de la population. Et si tous les couples sur Terre adoptent le modèle de la famille de très petite taille, comme on l'observe dans de plus en plus de pays si vous voulez, avancés, où les femmes ont nettement moins de 2 enfants chacune, et bien, après avoir atteint un maximum, la population se mettrait à diminuer.
c'est déjà ce qu'on observe dans un certain nombre de pays développés. Le Japon voit sa population diminuer, il y a plus de décès que de naissances. En Europe, la population se maintient parce que l'excédent des décès sur les naissances est compensé par un apport migratoire, ce qui n'est pas le cas du Japon. À terme, la population de la Chine devrait diminuer. Elle est pratiquement à son maximum et dans les prochaines décennies, la population de la Chine devrait diminuer. Donc, c'est plus pour l'après-transition que les questions se posent que le modèle lui-même, qui a été très performant, si vous voulez. Il a permis de prédire l'effectif de la population mondiale, autour de 6 milliards en 2000, pratiquement 50 ans à l'avance. Donc, dans les fin des années 40, début des années 50, les démographes, alors qu'à l'époque, la population mondiale, c'était entre 2 et 3 milliards d'habitants, ont annoncé 6 milliards en l'an 2000. Donc, on était 50 ans avant, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais ce modèle ne permet pas d'annoncer ce qui va se passer dans 100 ans ou dans 200 ans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de nouveaux modèles qui nous permettent d'envisager la suite? Et on est très embarrassé pour savoir si est-ce que ça va être le modèle de la famille de très très petite taille. J'ai parlé des Japonais, 1,4 enfants en moyenne par femme. En Corée du Sud, c'est moins d'un enfant. Est-ce que c'est ça qui va se répandre partout sur la planète? Ou est-ce que un modèle plus proche du seuil de remplacement, comme en France, mais la France est un peu une exception, ce n'est pas du tout le modèle type, où la fécondité s'est stabilisée depuis la fin du baby-boom à 2 enfants en moyenne par femme. Mais la France est un petit peu unique dans cette histoire. La plupart des voisins européens sont nettement en dessous. Les pays méditerranéens d'Europe sont plus proches de 1 enfant par femme que de 2. Et même en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, on est en dessous du niveau de fécondité français. Donc, là aussi, la France, qui a été pionnière dans la transition démographique, c'est le premier pays du monde à avoir amorcé la baisse de la fécondité, là aussi est un peu particulière. Donc, difficile, ça c'est une vraie question pour les scientifiques, d'imaginer la famille de demain et donc le futur de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que la croissance démographique rapide que connaît l'humanité depuis 2 siècles, elle est en voie de s'arrêter. Mais donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement, le problème ne soit pas d'être trop nombreux sur Terre, mais de ne plus être assez? C'est ce qu'on voit dans beaucoup de films de fiction, justement, relativement où la fertilité devient un problème. Et en effet, certains se posent la question et en sont presque un peu marris, quoi, l'idée que c'est vrai que si les couples n'ont pas assez d'enfants, alors assez au sens au moins d'enfants que le 2,1 qui permet le remplacement des générations à terme, ça veut dire, si ça se maintient indéfiniment, la décroissance indéfinie et la disparition de l'espèce humaine à terme, faute de naissance en quantité suffisante, et dans un délai assez rapide. Ça va prendre quelques siècles, quelques millénaires, mais en tout cas beaucoup plus vite que le temps géologique des espèces. On est une espèce qui est apparue il y a 200 000 à 300 000 ans. Bon, c'est sûr qu'un jour, l'espèce humaine va disparaître, en tout cas dans la forme qu'elle a, comme toutes les espèces qui naissent et puis qui meurent, qui sont remplacées par d'autres espèces. Mais c'est un cycle qui se déroule sur plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'années. Que l'espèce humaine disparaisse en quelques millénaires, alors qu'elle est toute récente dans les temps géologiques, ça serait étonnant, mais pourquoi pas. Et il y en a certains que ça gêne, quoi. Et parce que peut-être qu'ils pensent que c'est bien qu'il y ait des humains sur Terre. Il y a un certain nombre d'écologistes, ils sont une petite minorité, qui sont ravis parce que pour eux,
Le problème, c'est cette espèce Homo sapiens qui ne devrait pas être sur Terre, donc qu'elle disparaisse rapidement, ça les réjouit d'un certain côté parce qu'ils ont une image de la planète et de la biodiversité qui se porterait mieux sans l'homme. On peut être de ce point de vue, hein, et dans ce cas-là, ça doit les réjouir à l'idée d'une disparition prochaine de l'espèce humaine, mais prochaine assez vite, hein, en termes de temps géologique. Mais la plupart des gens avec qui on en discute, hein, je ne sais pas vous, quel est votre propre point de vue, ils sont un petit peu dérangés par cette idée que l'espèce humaine pourrait disparaître assez vite. Chacun son point de vue. Alors, merci. On commence à avoir plusieurs questions, donc je vous invite à faire des réponses un petit peu plus courtes, quitte à refaire un commentaire à la fin. Excusez-moi. Mais pour finir là-dessus, il y a une question d'échelle de temps. C'est-à-dire que là, on voit bien que nous, humanité et la planète, on a un problème qui est assez urgent, c'est-à-dire que l'horizon, c'est les 10, 20 prochaines années, 30 prochaines années. Si nous ne sommes pas arrivés à réduire sérieusement nos émissions de gaz à effet de serre, donc à modifier nos modes de vie, là, on va avoir un gros problème. Et on voit bien que les échéances démographiques dont on parle là, ce n'est pas la même échelle de temps. C'est l'échelle du siècle, c'est l'échelle du millénaire. Dans le temps très court pour un démographe, les quelques années, les quelques décennies que nous avons pour modifier les courbes de température, de consommation d'énergie, et tout ça, eh bien, ce n'est pas le même temps. Et donc, c'est pour ça que, je l'ai dit, la démographie, ce n'est pas un levier sur lequel on peut agir à court terme. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas la question du nombre des hommes qui est importante actuellement. Voilà. Je suis un peu long, excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, je vous pose plusieurs questions avant de revenir peut-être sur ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que selon vous, y a-t-il selon vous une politique de puissance développée par certains pays du Sud visant au contraire à maintenir une forte croissance démographique? Alors, disons, pour un certain nombre de gouvernements et de dirigeants de pays du Sud, et je pense à des dirigeants de pays d'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas forcément convaincus qu'il faut ralentir la croissance de leur population, que c'est important pour le développement de leur pays. Il y a pour certains l'idée, mais c'est comme beaucoup de dirigeants, l'idée d'être à la tête d'un pays nombreux, ça leur donne de l'importance aux dirigeants politiques. Et donc, ils ne sont pas forcément convaincus que la première chose à faire, c'est à favoriser une diminution de la croissance démographique. Je parle des pays où la population augmente à des rythmes de 2-3% par an. C'est un certain nombre, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, notamment les pays du Sahel, où la croissance est très rapide. Et là, même si les dirigeants disent officiellement, parce que ça fait partie de ce qu'on attend d'eux, notamment la Banque mondiale, le FMI, qui accordent des prêts conditionnés à une politique de population visant à ralentir la croissance démographique. Donc, ils disent, bien sûr, on fait tout ça, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas forcément convaincus que c'est la bonne chose pour leur pays. Donc, ils ne sont pas convaincus que leur pays va au-devant de difficultés importantes à cause du taux de croissance démographique. Alors, cette croissance démographique, elle n'est pas un problème en elle-même, mais elle ne favorise pas le développement économique du pays, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ça serait souhaitable qu'elle ralentisse. Normalement, elle devrait le faire si les femmes et les hommes ont moins d'enfants, comme c'est le cas, mais les évolutions vont assez lentement en Afrique subsaharienne, contrairement aux évolutions observées en Asie et en Amérique latine il y a 50 ans, où elles ont été très, très rapides, beaucoup plus rapides que ce qu'on avait imaginé. Donc, l'Afrique pose un certain nombre de questions parce qu'elle suit un chemin
dans la transition démographique qui n'est pas celui suivi par l'Asie et l'Amérique latine il y a 50 ans, qui n'est pas non plus celui suivi par l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà. Merci. Alors, je vous propose, vous avez parlé notamment du vieillissement de la population, notamment en Europe. Et là, Sébastien demande à quel point notre modèle social et économique est dépendant de notre démographie et est-ce que d'autres modèles seraient possibles? Alors, là, vous avez cité le vieillissement de la population. Donc, Alors, ça, c'est moi qui raccroche à c'est votre ce qui est rajouté, intervention. parce que notre modèle social est dépendant de notre démographie. Oui et non, je dirais. Disons que nous avons affaire avec une démographie, c'est un peu une donnée, notamment le vieillissement de la population, c'est une des conséquences de la transition démographique, mais on ne va pas se lamenter qu'on vive de plus en plus vieux, donc de plus en plus longtemps. C'est le résultat d'un certain nombre de progrès. Et si on vit de plus en plus vieux, on vit aussi de plus en plus vieux en bonne santé. Alors ça, c'est tout un débat parmi les spécialistes, mais pour moi, ce n'est pas une catastrophe en soi, c'est simplement un résultat de la transition démographique. Il faut faire avec. Alors, on ne peut pas revenir à une population jeune démographiquement comme celle d'il y a 2 siècles, qui allait avec une mortalité des enfants, c'était plus de la moitié des enfants qui mouraient en bas âge. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, on vit longtemps. Il faut faire en sorte pour que cette vie en plus soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, réduire l'incapacité, la dépendance. Pour l'instant, dans nos sociétés, si on vit plus longtemps, on vit plus longtemps en bonne santé, contrairement à ce que certains craignent. Hein. Mais c'est vrai que l'organisation sociale économique doit suivre. Hein. Mais je ne suis pas parmi ceux qui alarment sur la question du vieillissement de la population. Mais donc, sans alarme, quels sont les modèles qu'on pourrait imaginer, si vous avez quelques... C'est sûr qu'il faut adapter la répartition de la vie en différentes, si vous voulez, peut-être revoir aussi notre façon de découper la vie. Il y a la période où on est en apprentissage à l'école, à l'université, puis brutalement, voilà, on passe dans la vie active, on est travailleur actif, travailleuse active, et puis tout d'un coup, c'est la retraite. Ben, peut-être que aménager en cours de vie des périodes où justement on n'est pas actif, mais on retourne se former, apprendre, et puis forcément continuer à être actif un peu plus longtemps, surtout qu'on est encore en relativement bonne santé maintenant à 60, 65 ans, 70 ans. Alors ça dépend des métiers, ça dépend des activités, mais on peut réfléchir à organiser notre cycle de vie autrement qu'en le coupant en 3 tranches, si vous voulez. Il y a la période où on se forme, la période où on travaille et la période où on est retraité. Là, il y a à réfléchir. Alors, je vais vous poser les 2 dernières questions. Imaginons qu'on soit moins nombreux, existe-t-il des modèles qui prédisent que nous consommerions plus et qu'au final, le quota global consommé soit le même? Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, on voit bien que sur les 8 milliards que nous sommes, il y en a une petite minorité, c'est le 1 milliard qui vit en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, qui est responsable du gros de l'accroissement du taux de CO2 dans l'atmosphère, de la consommation de ressources, d'énergie jusqu'ici. Donc, ce n'est pas une question de nombre des humains et on peut très bien être moins nombreux à terme et continuer à peser sur la biodiversité, sur le climat. On peut être plus nombreux, on pourrait peut-être être 15 milliards d'humains et peser beaucoup moins sur la planète que les 8 milliards ne le font. Donc, tout ça, c'est une question de façon de vivre.
et pas tellement de nombre. Hein. Et alors, vous avez parlé des modèles de famille de petite taille. Quels modèles familiaux pourraient devenir dominants au cours du XXe siècle? Donc, hormis justement ce modèle de la famille de petite taille, est-ce qu'il y a d'autres options qui sont envisageables? Je vous ai parlé du modèle un peu français, mais qui est pour l'instant un peu une minorité, mais qui sert un peu de modèle. Il y a, si vous voulez, dans les instituts et les laboratoires où je travaille en France, on reçoit souvent la visite d'officiels, de représentants de gouvernements d'Asie, notamment de Chine, de Corée du Sud. Ils pensent que nous, Français, en France, on connaît les recettes pour avoir une fécondité équilibrée au sens, si vous voulez, 2 enfants par femme. C'est un peu un idéal, puisque ça permet le maintien de la population. Et donc, ils viennent nous voir pour tirer les secrets de la forte fécondité, entre guillemets, donc 2 enfants par femme, parce que dans énormément de pays, la fécondité est en dessous, nettement en dessous, et les gouvernements s'alarment. Alors, ils s'alarment parce que ça veut dire un vieillissement démographique rapide, ça veut dire que peut-être une population qui va diminuer, qui va même disparaître à terme. Il y a des gouvernements que ça alerte, quoi. Voilà. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a un système français, mais il y a une situation qui fait qu'en France, les femmes, les hommes continuent à avoir des enfants, alors pas des grandes quantités, autour de 2 enfants. Alors, ça ne va pas de soi, parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est nettement moins. Il y a des raisons pour ça, hein, c'est que c'est pas facile d'élever des enfants tout en continuant à travailler, ce que souhaitent la plupart des adultes aujourd'hui, même avec des offres de garde d'enfants, des crèches et tout, qui sont en quantité insuffisante. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que les femmes et les hommes continuent à avoir des enfants dans nos pays, alors que ça ne va pas de soi. Donc, il faut vraiment qu'ils aient vraiment envie d'en avoir. Et c'est apparemment le cas. Mais ça rejoint une question, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a plein de fausses idées sur la démographie mondiale. Donc, j'en ai fait une liste qui pourrait faire l'objet justement de petits films, de réalisation, mais il y a une fausse bonne idée qui se répand, c'est ne pas avoir d'enfants, c'est la meilleure action qu'on puisse faire pour sauver la planète. Et là, moi je rencontre des personnes assez jeunes qui n'ont pas encore formé leur famille et tout, qui s'inquiètent beaucoup à l'idée qu'ils aimeraient bien avoir un enfant, mais s'ils ont un enfant, ils vont contribuer à détruire le climat et la planète. Alors là, je me porte en faux. Notre problème, c'est encore une fois pas le nombre des enfants qui naissent, c'est pas la population, c'est la façon dont ils vivent. Donc je leur dis, si vous voulez pas avoir d'enfants, il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est fatigant, ça coûte de l'argent, enfin, on peut très bien, voilà. Eh bien, n'en ayez pas. Si vous en voulez, eh bien, ayez-en et le nombre que vous souhaitez. Mais faites en sorte qu'ils se comportent de façon responsable vis-à-vis de la planète, du climat, de la biodiversité. Donc, ayez des enfants, mais faites en sorte qu'ils soient responsables du point de vue écologique, si vous voulez. Et c'est ça le message. Donc, ne vous privez pas d'avoir des enfants si vous en voulez. Et donc, cette idée que ne pas avoir d'enfants, c'est ce qu'on peut faire de meilleur, je me porte en faux. Il faut faire ce que l'on a envie, mais être responsable et éduquer ses enfants pour qu'ils soient respectueux de la planète, de l'environnement, de la biodiversité. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais commencer à avancer sur la dernière question que je voudrais vous poser. Donc là, on arrive à la fin de ce webinaire pour revenir un peu sur notre sujet. Donc justement, quelles sont les histoires qu'on pourrait raconter pour envisager les futurs qu'on a rapidement explorés pendant cet échange? Alors, moi, en faisant la liste, je vois 5 idées fausses qui circulent, qui sont répandues sur cette question de population. C'est d'abord l'idée de surpopulation, on en a parlé. Hein, on peut très bien être 1 milliard et être en situation de surpopulation si on consomme beaucoup. On peut être 15 milliards et ne pas être en situation
de peser. Donc, cette idée qu'il y a un nombre idéal, non, on ne sait pas lequel c'est. Deuxième idée fausse, bon, il y a une priorité, il faut arrêter la croissance démographique. On en a parlé. Il y a une méconnaissance du phénomène d'inertie démographique. Donc, à moins de tuer une partie de l'humanité, on ne voit pas. Donc, il faut l'expliquer aussi. Il y a cette idée qu'il faut mettre en place des programmes mondiaux de contraception. C'est urgent, on ne fait pas. Ben, là aussi, il y a une méconnaissance de ce que la fécondité a beaucoup baissé, et très rapidement, dans la plupart des régions du monde, que la majorité des couples, des femmes, des hommes, utilisent la contraception. Alors, il y a des régions du monde où ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire, mais globalement, voilà, les humains limitent volontairement leur naissance dans leur immense majorité. Il y a aussi une idée fausse, disons c'est une accusation, c'est que le problème démographique, eh ben, c'est la faute des pays du Sud, notamment l'Afrique, dont la population augmente rapidement. Là aussi, c'est un peu regarder la paille dans l'œil du voisin sans voir la poutre qui est chez soi. Donc, c'est souvent les gens des pays du Nord qui disent « Oh là là, le problème, c'est les habitants des pays du Sud qui sont de plus en plus nombreux. » Non, là aussi. Et puis alors, cette dernière idée dont on a parlé, c'est ne pas avoir d'enfants, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à notre niveau, nous, chaque citoyen, pour sauver la planète. J'en ai parlé, mais c'est un sujet qui pourrait être pris pour développer une petite vidéo pour aller contre, parce que ça m'inquiète beaucoup que les personnes, vous voyez, je pense aux jeunes, aux étudiants d'aujourd'hui, qui se font du souci à l'idée, il y en a un certain nombre qui ont un désir d'enfant et qui vont peut-être renoncer, mais pour une mauvaise raison. Il y a plein de bonnes raisons, mais il y a des mauvaises raisons. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de sujets, il faudrait piocher. S'il y a des réalisateurs qui sont intéressés, moi j'ai plein d'idées parce que j'ai pas mal travaillé à développer des ressources pédagogiques si vous voulez, en matière de démographie. Donc j'ai moi-même déjà pas mal réfléchi, j'ai des prototypes ou des idées. Donc si ça peut aboutir à un ou plusieurs petits films dans le cadre de votre projet, moi, je serais très content de participer. Merci beaucoup, Gilles, et merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on retrouvera cette vidéo dès que possible sur le site. Et Gilles, on reste en contact pour la suite. Très bien. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci.